Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste d'Ociam. Bon, est-ce qu'il a raison ou pas, Michel Barnier, de sortir cette phrase? La crise financière est devant nous et il faut la prévenir. Ça, il ne l'a pas dit, mais on a compris en creux. Il y a notamment, évidemment, un freinage des dépenses publiques et un redressement financier. Oui, alors, Est-ce qu'un Premier ministre doit dire ça? Oui, alors, on n'est pas en crise financière aujourd'hui. Non. On se finance à 80 points de base au-dessus de l'Allemagne. Ouais. Ça fait toujours des taux d'intérêt inférieurs à 3%. Ouais. On est à 3, je crois, ce matin d'ailleurs. Le taux d'intérêt réel, c'est à peu près la croissance de long terme de l'économie française. Donc, il n'y a pas de déséquilibre majeur. Et si donc, il n'y a pas de crise financière devant nous. On a vu certains investisseurs, par exemple japonais, acheter moins de dettes françaises, mais c'est qu'ils ont acheté moins de toutes les dettes et ils ont acheté plus de dettes japonaises avec l'anticipation de hausse des taux au Japon. Donc pour l'instant, il n'y a pas de crise financière. On n'est pas dans la situation des pays du sud de l'Europe dans les années 2010. On peut cependant se dire qu'il vaut mieux traiter ce problème en dehors d'une crise financière que dans une crise financière. C'est ça le sens de ces propos. Oui, et la réalité, c'est que personne ne sait s'il y aura ou non une crise financière, s'il y en a une, à quelle date elle se déclenchera, sur quel choc elle se déclenchera. On peut être assez inquiet, par exemple, de ce qui se passerait sur les marchés financiers si la réforme des retraites était abrogée. Parce que ça serait vu quand même comme, par les investisseurs internationaux comme le signe que la France renonce à ses réformes et renonce à équilibrer son système de retraite. Donc on ne peut pas exclure qu'un choc de ce type déclenche une crise financière. Alors, la seconde partie de la stratégie du Premier ministre, c'est de réduire très fortement le déficit public. Alors justement, il veut freiner, on est à 6,1% apparemment cette année. On est à 6,1, mais la prévision pour l'année prochaine, c'est 7. C'est 7, alors c'est 7 et il veut revenir à 5. 5, oui. Voilà, et 3% en 2029. Avant de vous parler des leviers pour y arriver, est-ce que déjà le calendrier et les objectifs sont tenables? Écoutez, ce qui compte, c'est pas tellement le déficit total, c'est le déficit structurel. Ça veut dire quoi ça, le déficit? C'est le déficit primaire. Primaire. C'est le déficit hors paiement d'intérêt sur la dette. Avant paiement d'intérêt sur la dette. Et le déficit primaire, cette année, il est de 4%. Et l'année prochaine, il serait de environ 4,5% suivant les diverses prévisions. Donc il faut ramener le déficit primaire à zéro. Pourquoi il faut Parce qu'il faut... Personne... Qui dit qu'il faut? Oui, on exclut quand même une croissance perpétuelle du taux d'endettement public. À un certain moment, si le taux d'endettement public n'est pas maîtrisé, il y aura une crise financière. Donc on ne sait pas du tout quel est le taux d'endettement public limite, mais il faut, à un certain moment, stabiliser le taux d'endettement public. Et puis, il y a d'autres arguments. Il y a l'argument du fait que les déficits publics évincent l'investissement privé. Plus vous avez de déficit public, moins vous avez d'épargne qui peut être consacrée au financement de l'investissement. Et on va avoir besoin de beaucoup d'investissements privés pour financer la transition énergétique, la rénovation industrielle, etc. Donc, il faut stabiliser le taux d'endettement public. Alors, se donner 5 ans ou 6 ans pour le faire, c'est complètement raisonnable. Après la marche de l'année prochaine, 60 milliards d'euros d'efforts, dont 40 sur la dépense publique, 20 milliards sur les impôts. Il va réussir au-delà de l'affichage, parce que souvent on affiche beaucoup de choses en France qu'on ne respecte jamais. Est-ce qu'il peut réussir à atteindre cet objectif? Le problème, c'est que c'est l'effet sur l'activité, l'effet sur la croissance et donc sur les recettes fiscales de ce serrage. Pardon, Patrick, pour passer pourquoi 60 milliards d'euros, monsieur? C'est beaucoup. Parce que c'est passer de 7 à 5. Parce qu'on ne passe pas de 7, faut passer de 7% de déficit public spontanément, tendanciellement en 2025, à 5. Et 2 points de PIB, c'est 60 milliards. Oui, 60 milliards, c'est un tout petit peu moins. C'est colossal, c'est du jamais vu. Alors, il y a deux arguments. Le premier argument, c'est de dire on va prouver notre bonne foi et notre bonne volonté au marché financier
Donc, les taux d'intérêt de la France vont rester bas, il n'y aura pas d'inquiétude sur la situation budgétaire française. Donc, on fait une première marche assez importante, et puis des mais on marches tue la suivantes. croissance derrière. Bon, Alors, et au lieu alors, d'avoir 1% de croissance l'année prochaine, on va faire 0. Alors, le problème, c'est l'estimation de l'effet sur la croissance. Alors, ça dépend vraiment de la nature de ce qu'on fait. Les hausses d'impôts sur les plus riches et les hausses d'impôts sur les entreprises, Les grosses entreprises. elles n'ont pas nécessairement un gros effet sur la croissance. Je ne crois pas que les entreprises renonceront à leur programme. Les grandes entreprises. Les grandes entreprises renonceront à leur programme d'investissement. Elles vont probablement distribuer un peu moins de dividendes. Enfin bon, il n'y aura pas d'effet majeur sur l'investissement ou la consommation. Les 40 milliards de hausse d'impôts, là, on peut... Non, d'économie. Les 40 milliards d'économies, pardon, là, on peut être plus inquiet parce qu'on va toucher les remboursements de la sécurité sociale, c'est-à-dire le coût des mutuelles, on va toucher le pouvoir d'achat des retraités, on va toucher le nombre selon de vous, fonctionnaires. l'estimation. Alors, l'estimation, c'est que... Croissance zéro. Moi, je dis croissance zéro. Là. Alors, d'habitude, ce qu'on appelle le multiplicateur budgétaire, c'est 1. Ah, c'est 1. Wow. 1. J'espère pas. Hein. Et alors, si on ne l'applique que 40 milliards de hausse des impôts, de baisse des dépenses, pardon, et pas aux 20 milliards de hausse des impôts, ça fait 1,2 points de croissance en moins. Donc, croissance zéro. Donc, zéro. Donc, votre calcul. Et alors, croissance zéro, si on a 1,2 points de croissance en moins, on ne réduit plus le déficit public de 2 points, mais de 1,4. Ex post de 1,4, puisqu'on perd la moitié de la perte. Donc, on finit à 5,6. Et donc, on finit à 5,6. Bon, cela étant, passer de 7 à 5,6 serait probablement assez. Les investisseurs ne désirent pas que la France tue son économie. Quand je parle aux clients étrangers avec lesquels je discute, les investisseurs étrangers, ils veulent que le déficit public soit dans une dynamique de réduction. Maîtrisé. Ils ne souhaitent pas que l'économie française s'effondre. Et donc, une trajectoire lente de réduction du déficit public probablement évite tout à fait une réaction négative des investisseurs. Donc, voilà. Donc, probablement, on aura moins de croissance que ce qui est attendu. Et on aura moins de réduction du déficit. Donc, c'est très saut. Mais on aura quand même une réduction significative du déficit. Ouais, donc c'est un peu saut ce qu'on est en train de faire. On veut maîtriser d'un coup là, avec une violence inouïe en 2025, quitte à sacrifier notre croissance, ce qui n'est pas l'objectif recherché par les investisseurs. Oui, mais le problème, c'est que si on veut réduire le déficit public par rapport à ce qu'il est cette année, 6,1, vous devez faire un gros effort tout de suite, quoi, puisque si le chiffre de 7, de 6 à 1 à 7, on peut pas... Si on fait rien, on passe à 7%. On passe à 7. Et alors à 7, il est extraordinairement probable que les agences de rating nous dégradent, que beaucoup d'investisseurs hésitent à acheter de la dette française. Donc, si on veut passer en dessous du chiffre de cette année, il faut faire ce gros choc. Mais il ne faut pas... les prévisions de croissance doivent être révisées à la baisse, effectivement. Et puis, alors, on peut regretter, mais alors on n'a pas le temps. On peut regretter. Moi, j'ai regardé beaucoup ce qu'ont fait les Suédois dans les années 90. Les Suédois sont passés de plus de 11% de déficit public en 1994 à un excédent budgétaire en 1998. Et ils ont fait ça sans augmentation des impôts. Alors, ils ont réduit des dépenses publiques, ils ont réduit les allocations familiales, ils ont durci les conditions de l'indemnisation du chômage, mais surtout, ils ont fait une restructuration complète de l'État. C'est à ce moment que la Suède met en place le système des agences. Et vous savez qu'il y a plus de 4500 fonctionnaires en Suède. Les agents de l'État ont des statuts de droit privé, etc. Les agences sont en charge d'une partie du service public avec des objectifs de moyen terme, avec des objectifs de productivité, d'efficacité. Et puis en plus, ils ont fait dans les années 90 une réforme des retraites qui assure aujourd'hui que le système de retraite suédois est automatiquement équilibré. Et donc, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on ne pouvait pas faire ça cette année, mais on n'est pas initié une réforme de l'État à la suédoise.
hein. Alors il faut du temps, il faut négocier, etc. Mais donc on ne peut faire que des choses assez brutales, c'est-à-dire monter les impôts et baisser les dépenses publiques sans améliorer l'efficacité de l'État. C'est pas une très bonne décision quand même, non? Mais c'est la seule qu'on a. Le problème, c'est qu'à nouveau, personne ne sait à quel moment les investisseurs étrangers commencent vraiment à s'inquiéter. Et quand ils s'inquiètent, c'est trop tard, parce que quand ils s'inquiètent, les taux d'intérêt montent, et du coup, vous êtes obligé de faire un ajustement budgétaire extrêmement violent. Et donc, il est vraiment prudent de faire l'ajustement budgétaire tant que les investisseurs étrangers ne sont pas inquiets. Bon, il faut qu'on parle du pétrole dans l'attente de la riposte d'Israël contre l'Iran en représailles à l'attaque balistique de la semaine dernière menée par Téhéran. On a un pétrole qui flirte de nouveau pas loin avec les $80. Oui. Je disais qu'une banque suédoise tiens, disait que le pétrole pourrait bondir jusqu'à $200 le baril en cas de destruction des installations pétrolières en Iran. Est-ce que c'est crédible? Alors, ces chiffres sont très exagérés. Si l'Iran produit... Quatrième plus gros producteur de l'OPEP, 3,2 millions de barils et en exporte la moitié. Et la moitié pour la consommation domestique, la moitié exportée. Notamment en Chine. Donc ça veut dire 1,6... il peut être stupide, hein, mais si l'Iran arrête totalement d'exporter du pétrole, on perd 1,6% du pétrole mondial. Et donc, on aurait une hausse de l'ordre de $20 le baril du prix du pétrole. Donc ça nous mène à $100. Alors, le problème, c'est l'ignorance de l'effet de la baisse des prix de l'énergie sur l'inflation, par exemple en Europe. Les prix de l'énergie ont baissé de 6% sur un an. Et l'inflation européenne à 1,8% au mois de septembre, elle aurait été déjà de 2,4 si les prix de l'énergie avaient été stables. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on ait vaincu l'inflation européenne. L'inflation européenne, elle est basse parce que les prix de l'énergie ont beaucoup baissé et parce que l'industrie européenne est en crise et que les prix industriels ont stagné. Mais si vous regardez les prix des services, ils continuent à augmenter de 4% par an. Et le vrai risque sur un retour de hausse de prix du pétrole, c'est que cette illusion de la désinflation européenne va disparaître et que la BCE va arrêter de baisser ses taux d'intérêt, ce qui quand même prendra à contre-pied beaucoup d'investisseurs qui croient que la BCE va baisser ses taux d'intérêt jusqu'à moins de 2% à la fin de l'année prochaine. On se dit quoi sur le pétrole? On est prudent? Parce qu'il y a quand même l'OPEP qui a des réserves, ou c'est l'OPEP Plus qui a des réserves pour compenser une perte momentanée de ce pétrole iranien. Touché. Mais moi je pense que d'abord le monde est en léger excès de production de pétrole. Il y a un peu trop d'offres. C'est pour ça que le pétrole était à $70 il y a encore une fois. Voilà, et parce que malgré le fait que l'Arabie Saoudite ne produit plus que 9 millions de barils par jour, il y a la baisse de la consommation de pétrole, en particulier en Chine, la demande mondiale de pétrole a stagné depuis 3 ans. Et donc, naturellement, sans choc géopolitique, le prix du pétrole va rester assez bas. Et il n'est à $70 le baril que parce que l'Arabie Saoudite a coupé pratiquement 3 millions de barils jour dans sa production. Donc, le pétrole ne devrait pas être cher, sauf effectivement destruction de capacité de production quelque part sur la planète, quoi. Est-ce que le risque d'embrasement au Moyen-Orient, est-ce qu'il est bien apprécié par les marchés boursiers, les marchés actions? En même temps, comment apprécier ce risque? Le problème, c'est l'Iran et c'est le pétrole iranien, quoi. Je veux dire, on vient d'évoquer le risque, pas géopolitique, mais le risque économique. Parce qu'après, il y a le détroit d'Ormuz dans lequel transite. Alors, c'est 20 millions de barils de jour qui transitent par le détroit d'Ormuz. Si le détroit d'Ormuz est fermé, alors là, les $200 le baril. Largement. Enfin, on n'imagine pas ça durablement. Et de toute façon, probablement, les Américains n'accepteraient pas que le pétrole aille à $200 le baril. Non, le risque vraiment, c'est s'il y a une vraie guerre entre Israël et l'Iran,
c'est le risque de chute de la production. Enfin, le risque économique, c'est le risque inflationniste. Donc c'est 20 $ sur le baril. C'est 20 $ le baril, c'est l'arrêt des baisses des taux d'intérêt partout, donc c'est des taux d'intérêt à long terme. C'est un changement d'équation quand même. C'est un changement. Aujourd'hui, à nouveau, les investisseurs européens attendent que la BCE soit en dessous de 2% à la fin de l'année prochaine. Donc, et qu'elle baisse ses taux quasiment maintenant à chaque réunion. Oui, mais ça, c'est bon. D'abord, c'est pas raisonnable. Parce qu'en réalité, il y a encore une inflation salariale très importante en Europe. Et deux, ça devient d'autant moins raisonnable que le prix du pétrole remonte. Donc. Il faut parler, Patrick, du dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis qui est sorti vendredi, qui est rassurant. 250 000 créations, 254 000 créations d'emplois sur le mois de septembre, 100 000 de plus que prévu. On voyait au global depuis le début de l'année un atterrissage en matière de création, ça repart. Ouais. L'économie américaine, elle est très forte. On a eu aussi quelque chose qui est moins commenté, c'est la révision des chiffres du deuxième trimestre sur les revenus des Américains. Ouais. Et le revenu, le pouvoir d'achat du revenu de l'ensemble des Américains, c'est-à-dire des salaires et des profits, a augmenté de 3,2%. Au lieu de c'était même c'est 3-4, je crois. C'était 2 points de moins dans l'estimation initiale. Ouais. En réalité, il y avait une anomalie, puisque le PIB a augmenté de 3%. Ouais. Et donc, on sait que l'économie américaine, aujourd'hui, est sur une tendance de croissance de 3% par an. Alors, ça ne fera pas 3%, ça fera 2,5, 2,6 en moyenne annuelle. C'est une croissance qui est à peu près au niveau de la croissance potentielle. Il n'y a pas de risque de remontée du chômage. Quand on interprète les chiffres du chômage, il faut faire attention qu'aux États-Unis, il y a une immigration monstrueuse. Il y a eu 3 millions d'immigrés l'année dernière et que le marché du travail a eu du mal à absorber tellement ils étaient nombreux. Mais en réalité, alors, certains de mes collègues criaient à la récession aux États-Unis en 2020. J'ai jamais cru à ce scénario. Et en réalité, on va avoir une croissance à peu près à la hauteur de la croissance de l'année dernière, c'est-à-dire 2,5. Et probablement. Donc ça ralentit pas vraiment. Ça ralentit pas, et ça ralentit pas. Les revenus ralentissent pas. Les créations d'emplois sont à 200 000 en moyenne. Il y a des fluctuations, mais elles sont à 200 000 en moyenne. L'emploi, ça fait 1,2%. Si vous regardez le pouvoir d'achat d'un ménage américain, il a une hausse de son salaire réel qui est de 1,5%. Et il a des créations d'emplois de 1,2%. Ça fait 2,7 sur le pouvoir d'achat des salaires versés aux ménages. Et le taux d'épargne des ménages est complètement plat. Donc les ménages consomment ces revenus. Donc l'économie américaine, elle est à 2,5 plus de croissance de façon assez régulière. Donc ça veut dire que la Fed ne baissera pas ses taux d'intérêt de 50 points de base. Et la Fed va faire 25. La Fed n'ira pas jusqu'à 3% à la fin de l'année prochaine, ce qui est probablement... Et si vous regardez la croissance potentielle en valeur des États-Unis, vous avez à peu près 2,5 d'inflation structurelle et 2,25 de croissance. Donc ça fait 2,75. 3, les marchés pensent que la Réserve fédérale va baisser à 3%. Ça serait une politique monétaire expansionniste. Et en réalité, les chiffres de croissance montrent que les États-Unis n'ont pas besoin d'une politique monétaire expansionniste. Donc il n'y a même pas d'atterrissage aux États-Unis en vue. Il n'y a pas d'atterrissage, on reste à une croissance de 2,5. Donc il n'y a pas d'atterrissage économique des États-Unis. En réalité, il n'y a plus de cycle. En réalité, les cycles économiques enfin, la taille des cycles économiques ont beaucoup baissé. Parce que la seule composante de la demande aux États-Unis qui a un caractère cyclique, c'est l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel, ça fait 5 à 6% du PIB. C'est en baisse, oui, mais c'est trop petit pour entraîner l'ensemble de l'économie américaine. Et la consommation des ménages est plus cyclique, les investissements des entreprises sont plus cycliques. Et donc, il y a de quoi être jaloux quand même du cycle économique américain, enfin, qui reste encore une fois autour de 2,5%. Oui, alors, vous avez pratiquement 2% par an de gain de productivité. En Europe, il y a une gain de productivité qui sont négatifs. Et donc, et puis la population, c'est le rapport Draghi. Enfin, je veux dire, l'écart de croissance entre les États-Unis et l'Europe, ce n'est que de 1,5% récemment, parce que le taux d'emploi des Européens a beaucoup monté. Mais à taux d'emploi stabilisé, la croissance potentielle de l'Europe, elle est négative, quoi. Donc, pas de gain de productivité et une baisse de la population en âge de travailler. Donc, heureusement que le taux d'emploi a augmenté.
Patrick, avant de se quitter, le mois prochain, dans un mois tout pile quasiment, il y a l'élection américaine. Oui. Aujourd'hui, au vu de ce qu'on sait des programmes, beaucoup de promesses fiscales qui ont été faites des deux côtés, le meilleur pour l'économie américaine, donc pour le reste du monde, et pour les marchés financiers, c'est qui? C'est Donald Trump ou c'est Kamala Harris? À mon avis, c'est clairement Kamala Harris, parce que sans parti pris politique. Oui, sans parti pris économique. Trump veut arrêter l'immigration et taxer toutes les importations des États-Unis. Donc c'est de l'inflation en plus. Et c'est beaucoup d'inflation en plus. C'est-à-dire je crois qu'il y a deux, trois think tanks aux États-Unis qui 7%. J'ai vu 7%. Entre 5 et 7. L'inflation, ils sont à 2 5 et 7. En cumulant l'effet arrêt de l'immigration et l'effet droits de douane, dont on sait que les droits de douane sont passés aux consommateurs. Oui, mais 7% d'inflation, il s'en fout Trump parce qu'il vire Jérôme Powell et il met un patron de la Fed qui serait dépendant, enfin qui serait sous ses ordres. Mais peut-être, mais si ça ne fait pas monter les taux de la Fed, ça fera monter les taux d'intérêt à long terme. Donc, exactement. Bon, et puis en plus, c'est un freinage de la croissance. Si vous avez 5 ou 7% d'inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat des salariés. Donc rien que pour ça. Et alors, Kamala Harris, c'est beaucoup de dépenses publiques en plus. C'est des dépenses pour les nouveau-nés, c'est des dépenses d'éducation, des dépenses de santé. Mais avec un déficit budgétaire à 7%. Mais le déficit budgétaire américain, en réalité, il n'y a pas de limite au déficit budgétaire. Il y a une limite au déficit de la balance courante des États-Unis. Il ne faut pas que le déficit courant devienne supérieur aux entrées structurelles de capitaux. Le déficit courant, c'est le déficit commercial. Le déficit commercial plus le solde des revenus. Le déficit courant aux États-Unis, il est de l'ordre de 3,5% du PIB. Les entrées de capitaux à long terme aux États-Unis, les achats d'actions, les achats de treasuries, les investissements directs, c'est entre 6 et 7% du PIB. Donc il y a une énorme marge d'augmentation du déficit budgétaire américain sans qu'il manque d'épargne aux États-Unis. Et donc sans effet sur les taux d'intérêt. Donc je crois que le programme d'Harris est beaucoup moins dangereux que le programme de Trump, et pour les États-Unis, et aussi pour le reste du monde. Pensez au Mexique, par exemple. Hein. Trump a dit qu'il voulait taxer les voitures importées aux États-Unis du Mexique entre 100 et 200% de droits de douane. Quoi, je veux dire. Et donc ça ferait écrouler l'économie mexicaine, ça aurait des impacts très négatifs sur l'économie du Canada, bien entendu. Donc oui, enfin, je ne fais pas de politique américaine. Je pense que, en réalité, les États-Unis ont besoin d'immigration. On sait d'ailleurs dans les statistiques de l'immigration américaine que les immigrants sont plus qualifiés que les natifs américains, créent 2 fois plus d'entreprises et donc sont beaucoup plus entrepreneurs, sont plus en plus innovants. Donc c'est vraiment une chance pour l'économie américaine d'avoir cette immigration. Et puis les droits de douane, c'est une taxe sur le consommateur américain. Ce n'est pas les exportateurs qui mangent leur marge, ils montent leur prix aux États-Unis. Allez, merci pour cet entretien donc avec Patrick Artus, chef économiste d'Ociam, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.